Le fonds a été créé en 1979, juste après le décret les autorisant. Dès sa création, il a eu pour vocation de s'ouvrir à l'international pour investir dans le meilleur des entreprises occidentales, susceptibles d'être performantes sur le long terme, et notamment aux États-Unis. Je voudrais à cette occasion rendre hommage à la clairvoyance de nos fondateurs sur le rôle moteur de l'économie américaine sur les marchés de capitaux. Au premier rang desquels, George Wormser, mon grand-père, notre fondateur, qui a créé la banque en 1936, ses fils, André, philosophe, humaniste, qui a présidé la banque à côté de son frère Jean-Louis, qui était doté d'une intuition tout à fait exceptionnelle sur les mouvements boursiers. Et mon père, Marcel, président avant moi de la banque, qui par son mariage avec une Américaine rencontrée à New York, que je salue et remercie d'être parmi nous aujourd'hui, a non seulement toujours eu une attirance pour les États-Unis, mais aussi pour son économie et les rouages de sa politique monétaire. Jeune cadre dans la banque, à cette époque, je garde un souvenir prégnant des débats familiaux passionnés sur l'opportunité de créer un tel fonds. Je me souviens que Jean-Louis était un chaud partisan des mandats sur mesure. Mon père, Marcel, lui était tout à fait attiré par la nouveauté et le succès que ce type de fonds avait rencontré outre-Atlantique. Et André, lui, était attiré par le fait qu'en créant un fonds, on rendait accessible notre gestion et les actions américaines au plus grand nombre et même aux plus modestes de nos clients. Aujourd'hui, le décrochage entre les États-Unis et l'Europe est dans tous les esprits. Ce sera le thème de notre table ronde, pour laquelle nous avons l'honneur d'accueillir John Lipsky, ancien directeur général du FMI, et Alexis Karklins, essayiste, économiste franco-américain et associé au cabinet Eight Advisory. Mon père s'était lié d'amitié avec John il y a bien longtemps, lors de rencontres annuelles à New York avec Henry Kaufman, qui alors était chef économiste de Salomon Brothers. John a été son adjoint, puis l'a remplacé, et c'est ainsi que mes parents l'ont connu, ainsi que son épouse Suzy, dont je salue la mémoire. La carrière de John fut brillante. Il fut en effet directeur général, comme je l'ai dit, adjoint du FMI, avant d'assurer l'intérim de DSK comme directeur général dans les circonstances que l'on connaît tous. La pérennité aussi, car c'est une très longue période en finance que 45 ans. Ce fonds a traversé de nombreuses crises politiques, économiques, financières, qui ont ébranlé les marchés et les économies. Les fondamentaux de ces économies se sont transformés, mais nous avons toujours su capter les tendances de fond qui allaient durablement assurer les relais de croissance de ce fonds. Malgré toutes les secousses qu'ont connues les marchés depuis 45 ans, les performances de ce fonds sont remarquables. Son comportement depuis sa création sera le deuxième thème de notre soirée. Mais nous avons voulu mesurer de façon indépendante l'évolution de ce fonds dans la durée. Et pour ce faire, solliciter Pricewaterhouse pour un audit qui sera présenté par Lionel Daguzan, président de notre société de gestion. Sans dévoiler tout de notre soirée, je crois savoir que Marc et Julien vous réservent 2 annonces ce soir. Aussi, sans tarder, je vous remercie et je leur donne la parole. Merci papa. Bonsoir à tous. Merci d'être là tous ce soir. Donc
On fête les 45 ans de notre plus vieux fonds, mais il ne faut pas oublier que la banque, elle, est 2 fois plus âgée. Elle va bientôt avoir 90 ans. Et c'est ce qui fait toute notre particularité, puisqu'elle est restée, comme vous le savez, indépendante et complètement familiale. Donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, Julien Wamser, j'ai rejoint la banque il y a 5 ans, donc en cours de route, et nous en avons pris la direction avec Marc, et sommes de la 4e génération. Qu'est-ce que la banque aujourd'hui? Alors, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients sur leurs enjeux patrimoniaux, qu'ils soient des familles, des entrepreneurs, des professionnels de l'immobilier, des acteurs des métiers du conseil ou de la finance. Et pour cela, de leur apporter une offre qui est globale, leur permettre d'investir à nos côtés, sur toutes les classes d'actifs, et les aider à financer leurs projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Qu'est-ce qui nous singularise? Dans l'univers bancaire, on est assez différent de par notre taille. On est resté en effet à taille humaine et on en est très fiers et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, je pense, d'avoir une proximité toute particulière avec nos clients. Normalement, tous dans cette salle, vous connaissez soit Marc, soit moi. Vous avez accès à la direction. Chez nous, les circuits de décision sont courts et donc ça vous garantit de la réactivité et une offre qui est complètement adaptée et sur mesure. Deuxième caractéristique, et c'est lié au fait qu'on est restés familiaux, nous gérons nous-mêmes le patrimoine familial, et donc on a besoin de le faire fructifier. Et donc on est, comme vous, dans la nécessité de l'investir, et donc on le fait ensemble. Et ça, c'est, je pense, une vraie différence. Nos intérêts sont alignés, puisque c'est une règle systématique chez nous. Ensuite, notre philosophie d'investissement. Elle est très très liée à ce que nous sommes. Donc, avec une logique qui est forcément d'être sur le long terme, une logique patrimoniale, que je qualifierais volontiers de bon père de famille. Et donc ça, c'est un ADN qui est très fort, et dont on a la chance qu'il n'ait pas évolué, ou qu'on n'en ait pas dévié, en tout cas depuis 45 ans. Donc, grâce aux générations précédentes, et on est resté très fidèle à ces principes, alors qu'on décline sur toutes les classes d'actifs, parce qu'on ne fait pas que du côté, même si c'est le thème aujourd'hui, on est actif aujourd'hui sur le non-côté, sur l'immobilier. Mais aujourd'hui, on va vous parler de la façon dont ça se décline pour le côté. Donc la première étape, c'est comment être sur les segments les plus résilients. Et là, le postulat de départ de mon grand-père et de ses frères, c'était d'identifier ce qu'on appelle des méga-tendances. Donc c'est un terme un peu barbare qui consiste à trouver des secteurs dont on pense qu'ils seront porteurs structurellement sur le long terme et donc sur lesquels on peut miser. Et c'est très important parce que ça exclut beaucoup d'autres secteurs. Donc c'est des choix, je pense, tout à fait assumés qu'on a tenus dans la durée, et vous le verrez. Ensuite, il faut choisir des entreprises au sein de ces secteurs. Et là, on a des équipes dont c'est le métier depuis 45 ans de le faire en direct. Donc il faut qu'elles connaissent suffisamment les sous-jacents et les fondamentaux de ces entreprises, tant en termes de croissance que de rentabilité. Et donc on a une expertise qui est maintenant, et une expérience qui est très très profonde. Voilà, et dernier point qui est essentiel, et vous l'avez vu, c'est le thème ce soir, en tout cas le fil conducteur, l'axe transatlantique. Il y a chez nous depuis le départ une diversification géographique avec un prisme américain très fort, qui n'est pas le fruit du hasard, puisqu'il est en fait la résultante de où sont les entreprises qui sont le plus en pointe sur ces méga-tendances. Donc tout ça a été construit dans le temps, et l'on verra que ça produit des résultats. Voilà, donc je vous ai parlé de toutes nos différences, mais il en manque une, et donc c'est au tour de Marc de la développer. Merci Julien. Alors le dernier trait qui nous caractérise, c'est notre engagement pour la finance durable. Cet engagement, c'est un engagement qui date pas d'hier, qui est historique et tangible.
Déjà, on a parlé des choix forts qui ont été faits d'utiliser des méga-tendances. Les méga-tendances, c'est des secteurs sur lesquels on va trouver des entreprises qui vont être les plus porteurs de progrès. Donc ça, c'est un premier point. Mais pour revenir un petit peu plus sur les dernières années, depuis 10 ans, on a structuré cette démarche sur la finance durable. On a commencé depuis 2014 à accompagner certains clients pour investir dans des startups à impact, notamment Moulineau, dont Stéphane est là voilà, aujourd'hui, le dirigeant. On a aussi, depuis 2018, établi une méthodologie propriétaire qui permet d'analyser les critères E, S et G, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance, de manière systématique sur chaque investissement coté. Et en 2021, on est allé un petit peu plus loin, on a réalisé un bilan carbone, une analyse de matérialité, ce qui nous a permis d'établir un plan d'action et de se fixer comme objectif d'être un acteur de référence de la finance durable. Justement, notre conviction, c'est que pour avoir une démarche crédible en finance durable, il faut qu'elle soit holistique, c'est-à-dire qu'elle touche tous les produits, tous les services, et évidemment qu'on s'applique à nous-mêmes ce que l'on exige à nos bénéficiaires. Pour vous donner un exemple qui s'applique notamment sur notre partie produit, ce que l'on a pour objectif que pour chacune des décisions, qu'elles soient des décisions d'investissement sur l'ensemble des classes d'actifs qui ont été citées par Julien, ou bien même sur les décisions de financement ou de crédit, on va prendre en compte ces critères ES et G. Concrètement, aujourd'hui, on a 83% de nos encours cotés qui sont selon la réglementation SFDR article 8 ou article 9, c'est-à-dire soit qui prennent en compte des critères ESG, soit qui vont plus loin en étant durables. Et donc, autre point qui a été cité aussi par mon père, c'est qu'il y a eu un engagement fort et un intérêt fort qui est porté sur le désir d'être utile à la société, l'engagement dans l'intérêt général, et ce, quelles que soient les générations qui ont été à la tête de la banque. Et donc c'est fort de toute cette histoire que j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui, donc la première annonce qu'on va vous faire, que la banque est devenue depuis quelques mois une entreprise à mission. C'est un engagement fort qui se situe à la fois dans l'histoire avec un grand H, avec les défis auxquels nous faisons face, soit environnementaux ou sociaux, mais aussi qui est dans une réelle continuité, comme vous avez pu le voir, de ce que la banque a déjà mis en place. Alors, sur cette annonce, ce n'est pas le sujet principal de notre soirée ce soir, donc on détaillera beaucoup plus ces aspects-là plutôt à la rentrée. Ce que je peux faire, c'est que je peux déjà vous donner notre raison d'être qui est donc guidée par nos valeurs de banque familiale et par le désir d'être utile à la société. Nous nous engageons avec nos clients pour un avenir durable. Cette raison d'être, pour être entreprise à mission, il faut rajouter des objectifs statutaires. On a rajouté 4 objectifs statutaires. Tout ça, c'est dans nos statuts. Si on ne veut pas que ça reste uniquement des lignes dans nos statuts, il faut qu'on mette en place un certain nombre de choses, et c'est ce qu'on a fait. On a mis en place des objectifs opérationnels, des plans d'action, des indicateurs et une trajectoire qui vont être suivis dans le temps et audités. Alors la durabilité n'est pas le sujet principal du soir, mais restera quand même un des sujets qui sera débattu lors de la table ronde. Et donc j'ai le plaisir d'inviter Edwige, John et Alexis pour lancer le débat. Bonjour, je m'appelle Edwige Chevrillon, je suis moi journaliste à BFM Business, BFM TV. Donc j'ai beaucoup de questions, j'ai trouvé les propos très intéressants parce qu'on voit bien que c'est un peu au cœur de toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui. On va peut-être rajouter une notion, peut-être l'instabilité politique. Je crois qu'elle est aussi forte à Paris, en France, en Europe qu'aux États-Unis, parce que demain il y a le grand débat entre Joe Biden et Donald Trump. Donc ça va mettre aussi un peu de piquant, peut-être, dans ce tableau économique qui est quand même assez morose. Donc, John, on vous a déjà présenté votre cursus impressionnant. Monsieur Wamser l'a fait tout à l'heure. Je vais juste dire que merci beaucoup. Vous venez d'arriver hier de New York et vous repartez demain. Donc, vous êtes vraiment venu pour nous. Donc, merci beaucoup.
Alexis, on vous connaît bien, moi je vous connais bien parce que vous êtes souvent à BFM, vous êtes donc chez 8 Advisory, vous êtes directeur général délégué, vous êtes essayiste, écrivain, allez, on va presque dire écrivain. Vous êtes aussi, vous avez beaucoup de tribunes qui sont parues dans les Échos, dans le Figaro, et donc à BFM. On va parler, vous en avez parlé, Julien et Marc, vous avez parlé un peu des 3 thèmes clés qui sont la question des relations entre les États-Unis et l'Europe et la France. Est-ce qu'on peut parler de décrochage ou pas ? Ensuite, il y a une question aussi qui est importante, c'est ces fameuses méga-trends, méga-tendances. Quelles sont celles qui sont, à vos yeux, les plus importantes, avec derrière, évidemment, ce qui en découle en termes d'investissement, et la question de durabilité, parce que la durabilité, c'est un point important. Il est d'autant plus important que, dorénavant, votre banque devient une entreprise à mission. Petite question d'abord, c'est quoi le climat à Washington ? Est-ce que c'est aussi épouvantable qu'ici ? Did you get my question? John parle très bien français, mais il va s'exprimer en anglais. Doucement, je lui ai demandé. Voilà. Oui. The political situation in the United States is very confused, very uncertain, and it is not at all clear exactly what policies each candidate would in fact follow. Oui. Oh, pardon. It's better, yeah. The microphone is on the right place. Okay. Let's see. The political situation in the United States is very uncertain right now. The polls say that perhaps even Trump may have a small lead among all voters. Others say that if you just ask those who are likely to vote, that Biden is in the lead. But tomorrow night, as you said, there will be a debate. My guess is that there will be a lot of talk about the economy, but there will not be much clarity about the policies that each would follow. I think it's going to be very vague. But what is surprising is that the economy right now, the American economy, is doing very well. But it doesn't appear that voters are giving credit to President Biden for this fact. On peut traduire en français, ça donne exactement la même chose, hein, Alexis. Parce que tout ce qu'a dit John Lipsky, on retrouve exactement les mêmes faits, la même situation, c'est les mêmes cocasses en France. C'est vrai, avec une économie américaine qui va quand même mieux que l'économie française. On peut dire que sur certains fronts, l'économie française a des atouts et il y a des choses qui ont été réussies, mais la situation macroéconomique de notre pays, on le sait, hein, le pays aux 4 déficits, et notamment le déficit budgétaire, le déficit commercial, c'est une situation qui est bien connue, et donc probablement que la situation économique américaine, notamment sur la croissance, est un peu meilleure. Par contre, sur l'aspect de confusion au niveau politique, oui, ça se ressemble beaucoup. Oui, je peux vous le garantir, j'ai fait jeudi matin le grand oral avec tous les candidats sur leur programme économique. Croyez-moi que c'était assez sportif parce qu'on avait beaucoup de mal à essayer d'y comprendre. À la limite, on espérait avoir des éclaircissements. On en est sorti plus embrouillé, malgré mes excellentes questions. On en est sorti plus embrouillé à la sortie. Mais maintenant, revenons à notre débat ici qui est sur première question, et derrière tout est un peu en découle. Première question, est-ce qu'il y a un décrochage européen vis-à-vis des États-Unis? Vous avez dit à l'instant, John, que la situation économique, elle est très bonne aux États-Unis, ce qui n'est pas vraiment le cas chez nous, même si finalement, c'est pas si mal que ça. Est-ce que pour vous, on peut parler de décrochage ou c'est un peu abusif? Bon, okay. I read recently an article written by Carl Bildt, the former premier of Sweden. He said, America is a superpower of innovation. China is a superpower of production. And the Euro area is a superpower of regulation. And it seems that
if we try to look at the long-term differences in the performance of the European and the American economy, the most important difference is the growth in productivity, which has been faster in the US for many years than here. Why? Well, there seems to be broad agreement. More innovation, because there has been more expenditure in America on research and development. There has been more new business creation, and there has been more foreign direct investment in the United States than in the euro area. Mais est-ce que ça, c'est à cause de l'IRA, justement, Inflation Reduction Act, qui a plus d'investissement, comme vous venez de le dire, parce que vous avez dit que la productivité, elle est bien meilleure, en fait, aux États-Unis que chez nous, qu'il y a l'innovation qui booste cette économie, c'est peut-être ce qui nous fait défaut, mais est-ce que derrière, il n'y a pas l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui sert de booster? Well, even more broadly, the CHIPS Act, the infrastructure bill. CHIPS, c'est la tech, en fait, c'est tout. Oui. Oui. The infrastructure legislation and the Inflation Reduction Act are all suggest a move towards industrial policy in the United States, which is somewhat controversial. On Monday, I was at a meeting with Larry Summers, who is well known, but is also a favorite, served as the Treasury Secretary in a Democratic Party administration, and he was quite critical of how effective these new acts of industrial policy will be. Pourquoi? Pourquoi il est si critique? Donc c'est un peu l'ancien ministre de l'économie et des finances, on peut dire ça comme ça. Pourquoi est-il si critique vis-à-vis de l'IRA? For one, their lack of specificity. For two, that the likelihood that they will be, that the expenditures will go to favored firms or favored sectors that are favored perhaps for political reasons, not just economic reasons, and that they are likely to be distortionary, and even more so when combined with their effective protection. Well, I'll stop. Ok. Non, mais on va continuer ensuite. Mais Alexis, quand même, on va peut-être rebondir déjà sur vous, le décrochage. Vous le voyez pas. Hein, si on a discuté un peu préparé, vous voyez pas tellement de décrochage, vous voyez pas tellement l'impact peut-être de l'IRA versus ce que nous on fait au niveau européen. Intéressant ce que vient de dire Jam Lipsky, avec les critiques de Summers qui dit non, parce qu'en fait c'est une espèce de, il n'y a pas de spécificité, une espèce de grand barnum, si vous me permettez cette expression, et c'est plus des choix politiques qu'économiques en termes d'investissement. À voir quand même. Alexis, c'est à vous. C'est vrai qu'il y a dans le débat depuis quelques mois maintenant, dans le débat politique, alors pas assez en France malheureusement, mais au niveau européen, on commence à voir la thèse du décrochage et du déclin qui s'est imposée avec, par exemple, un article du Financial Times du mois d'avril ou du mois de mai avec un titre extraordinaire. Le titre « Est-ce que l'Europe peut espérer redevenir un rival des États-Unis » Donc la question n'est pas « Est-ce que l'Europe peut redevenir ?» C'est « Elle peut même espérer redevenir un rival des États-Unis » et notamment sur les aspects technologiques. Donc c'est un cri d'alarme. D'ailleurs, c'est l'expression qu'a utilisé l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, qui a réalisé un rapport pour l'Union européenne pour comprendre les raisons de ce décrochage. Donc ce débat, il s'est effectivement installé dans la sphère médiatique et il est de plus en plus véhiculé. Il y avait une autre... Rappelez-vous ce chiffre. C'est toujours la photo média, oui, ça c'est sûr. Oui. J'en parle en plus d'autant plus... Enfin, j'en parle avec beaucoup d'humilité parce que je les aime beaucoup, moi aussi, les médias. Il y a... Ces quelques chiffres, vous avez sans doute vu cette petite comparaison qui a été faite par un think tank européen qui a comparé le PIB par habitant des États européens par rapport aux États américains. Où on découvre selon les mesures du think tank, la Grèce, l'Espagne, le Portugal sont en dessous en termes de PIB par habitant du Mississippi,
l'État le plus pauvre des États-Unis. Alors on va se dire la France c'est un peu mieux. La France est 48e, c'est-à-dire ça serait l'équivalent de l'Arkansas. Voilà. Donc ce thème du déclin, il s'est imposé. Il se mesure aussi quand on regarde le différentiel de croissance. Pour faire simple, depuis 15 ans, depuis la crise de Lehman, la croissance aux États-Unis de la production a été 2 fois plus rapide que la croissance européenne. Et quand on le mesure, même avec une démographie qui est un peu plus porteuse aux États-Unis, le PIB par habitant a aussi progressé. Et pourtant, cette mesure-là, Edwige, elle est critiquée par certains. Par exemple, Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, dit « c'est beaucoup trop excessif de parler de déclin ». Le confrère Jean-Marc Vittori qui dit « mais arrêtez de parler de déclin, il y a une dégradation ». Pourquoi ? Parce que quand on prend en compte le taux de change, et c'est vrai que le dollar, depuis quelques années, est devenu une monnaie beaucoup plus forte par rapport à l'euro. Donc quand on fait la conversion, quand on compare le PIB, effectivement, il y a un décalage aujourd'hui, mais quand on neutralise le taux de change, quand on neutralise aussi ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, la parité de pouvoir d'achat, donc ce que 1 dollar permet de dépenser, eh bien l'écart que l'on mesure, qui est en gros un gros tiers, on peut dire que les Européens sont à un niveau de revenu par habitant, un gros tiers en dessous de celui des États-Unis. Corriger des effets de change, c'est moins évident. Et vous me permettrez juste un dernier chiffre, et parce qu'on ne va pas saouler nos invités ce soir avec des chiffres, mais il y a d'autres façons de mesurer le décrochage. Et je me permets de vous corriger, il y a bien un décrochage. Et le décrochage se mesure sur d'autres critères. Un exemple, pour moi je vais prendre l'exemple d'investissement. Et ça montre l'intérêt de l'investissement aussi transatlantique. Sur les 20 premières capitalisations boursières du monde aujourd'hui, il n'y a plus que 2 Européennes, avec une surreprésentation des Américaines, évidemment. Et si on se met uniquement sur les sociétés de technologie, les 20 premières capitalisations de technologie au monde, sur les 20 premières, vous en avez 15 américaines, dont les 7 premières places. Il n'y a que 2 européennes, là encore. Donc ça veut dire quelque chose. La seule capitalisation aujourd'hui de Nvidia, vous savez, Nvidia, ce sont ceux qui font les cartes graphiques, ces fameux composants électroniques qu'on utilise notamment pour tout ce qui est intelligence artificielle. Eh bien, la seule valeur boursière de Nvidia est supérieure à l'ensemble du CAC 40. On peut juste dire que là, en 4 jours, elle a perdu 430 milliards de capitalisation. Plus que LVMH, plus que la capitalisation boursière de notre plus grande entreprise LVMH en 2 jours. Oui, ça fait des semi-conducteurs. Donc la réponse... Pardon. Peut-être juste, ce qui est intéressant, c'est puisqu'on parle de décrochage, on est à peu près d'accord, mais peut-être pas sur l'ampleur, c'est peut-être de le situer dans le temps. Sur quelle période est-ce que ça s'est vraiment accentué et pourquoi ? Did you get it? Do you want to? No. The question of Julien is on which period you can talk about decoupling? Was it worse before, or is it worse now? It's been for a long time. It's been going. The difference in. But from where is it started? In total factor productivity growth. Yeah. Began to speed up in the United States in the middle of the 1990s. And it's been going faster ever since. And why? Essentially... Because in fact, en fait, vous n'avez pas vraiment répondu à la question pour savoir si vous croyez qu'il y a un décrochage, John. Pardonnez-moi. Il est poli, en France. On vous a écouté, puis finalement je me suis dit, mais il n'a pas répondu à la question. Donc maybe you can answer now the question. Yes. Do we have a decoupling or not? Yes. Oui. We do. Okay. We do. And I think Alexis has pointed out evidence of that, that there is no European-based large digital platform. None. And so we find in Brussels the Director General of Competition trying to see how much trouble they can make for the large American digital platforms, and I wouldn't want to judge what the right answer is, whether they've committed any faults, but it seems the most important question is essentially what Alexis said. Je vais compléter. Oh, sorry. Je vais juste compléter pour répondre à cette question aussi. Depuis quand ? D'après la Banque mondiale, dans les années 80, l'Europe était au niveau des États-Unis en termes de PIB. Et à chaque crise, les États-Unis ont accéléré. C'est-à-dire que les sorties de crise
ont systématiquement été plus favorables pour l'économie américaine que pour les économies européennes. Et pourquoi? Eh bien, ça a été analysé. Et alors, pour une fois, et John a commencé à en parler, pour une fois, les économistes de différentes obédiences sont à peu près d'accord. C'est effectivement le sujet de la productivité. Et ce sujet s'accélère, d'ailleurs, depuis maintenant une quinzaine d'années. La productivité, c'est quoi concrètement? De quoi on parle quand on parle de productivité? Qui est un mot qui a complètement disparu du débat politique. Alors il est en train de revenir très fort. Grâce à des excellents journalistes économiques. Mais c'est malheureusement dans les débats politiques, et malgré les bonnes questions qui peuvent être posées, il est relativement absent. Pourtant, ce mot-là, il est essentiel, puisque quand on parle de productivité, on parle de la capacité à produire de la richesse pour une heure ou une journée de travail. Et donc, plus ça augmente, plus il y a de la croissance, plus il y a du revenu. Or, comment on améliore la productivité? Et c'est un des grands facteurs qui explique ce décrochage que l'on observe entre l'économie américaine et les économies européennes. Il y a deux facteurs principaux, et John l'a déjà évoqué, et c'est très important de mesurer cela. C'est l'investissement dans les technologies. Il est 2 fois plus important par rapport au PIB aux États-Unis qu'en Europe. Et c'est l'investissement en recherche et développement qui est presque 2 fois, là encore, plus important aux États-Unis qu'en Europe. Et donc ces deux facteurs-là font que quand on regarde aujourd'hui la création de revenus, de richesse pour un emploi, eh bien, il est plus fort, cette création est plus forte aux États-Unis parce qu'elle est soutenue par des emplois qui sont enrichis en technologie et en recherche et développement. Et ça nous conduira au deuxième point sur les méga trends, les méga tendances. Vous vouliez ajouter quelque chose, John? Yes. Oui. First, as I was starting to say, the difference became notable in the middle of the 1990s. And at that time, you saw productivity growth accelerate in the United States, especially as the productivity impact of the internet and of automation became finally more evident. As you may remember, the famous joke by Robert Solow, grand économiste, Robert Solow, oui. Nobel laureate. About 1990, he said, "You can see computers everywhere, but in the productivity statistics." And I was a student at Stanford, and at Stanford you only had to look around Silicon Valley, and you could see that he was going to be completely wrong, and he was. And that difference has continued. One reason may be structural, that among other things, that outside the single market has been communications, electronic communications, which has been organized on a national basis in the Euro area, which means that it has been much more difficult to achieve scale than in America. Wait, so it's hopeless, no? No. We've got nothing to do. No, it's too late for us, I mean. No, it's not too late. C'est trop tard pour nous, en fait, oui. But there are two other things worth noting, and that is another area where that the organization in the euro area has been national is in finance. And that's another area that the availability of finance for innovative firms is much more developed in America. Il y a Alexis, deux illustrations vraiment pour aller totalement dans le sens de John et donner là encore quelques illustrations. On parlait des télécoms. 4 opérateurs de téléphonie en Chine au niveau national. 8 opérateurs principaux de téléphonie aux États-Unis, 50 en Europe. Pourquoi? Parce qu'on reste dans un grand nombre de secteurs, sur des marchés nationaux, avec des réglementations qui sont spécifiques à chaque pays et qui sont des éléments de frein sur l'unification d'un certain nombre de marchés qui permettraient d'avoir des géants européens capables d'être en compétition. Il n'y a pas que ce facteur-là, mais il est important d'être en compétition avec les géants américains, et on pourrait aussi d'ailleurs parler des géants chinois. On en voit même, et je vais vous poser une petite question, un petit quiz. On parle du spatial, là on parle des télécoms, et un autre élément dans le spatial. En 2023, plus de 100 lancements orbitaux aux États-Unis. 66 en Chine. Combien en Europe?
Oui, mais vous connaissez la réponse aussi. Attendez, non, il faut être honnête quand même. Non, Alexis, là, vous n'êtes pas honnête. C'est qu'il y a beaucoup de lancements qui étaient faits en Russie. Donc, du coup, évidemment, ils ont été l'aérospatiale. Elle ne pouvait plus faire de Ariane Espace, elle ne pouvait plus faire de lancement, lancer ses Végas de la plateforme russe. Alors, je vais me permettre, puisque je vais me permettre de rebondir sur ce chiffre, sur cet élément-là. Vous parlez aujourd'hui à tous ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, de parler à des responsables spatiaux, des programmes spatiaux européens, ils vous disent la très grande difficulté de continuer à développer une industrie spatiale européenne, que chaque pays regarde aujourd'hui des lancements, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour l'Allemagne, et qu'il n'y a pas la profondeur d'investissement en Europe, au-delà des lieux de lancement, il n'y a pas, sur cet exemple-là, il n'y a pas non plus de capacité à avoir un marché unifié. Et puis qu'il y a trop de décideurs autour de la table. Voilà, ça, je pense que c'est un point important. Vous avez votre réponse, Julien, à peu près? Magnifique, parfait. Marc, vous voulez ajouter quelque chose? Plutôt sur les 2 points suivants. On va passer... Oh, sorry. That's all right. Vous voulez dire quelque chose? One more point. Okay. One more point. Just one. Just one. And that is, this is just a suspicion. Don't have proof. But the difference in how COVID was dealt with in Europe versus America. In Europe, support was given to firms to maintain linkage with their workers. So even if workers, this was especially true in Germany, but elsewhere, workers were put on part-time, but they maintained the linkage with their employer. Okay. So the idea was when COVID is over, you come back to your job. In America, more than... Quand le Covid est fini, en fait, vous revenez, oui. In America, support was given mostly directly to workers who had become unemployed. And when COVID was over, that meant that the labor market now had very large flexibility. And I think this has had a little to do with the acceleration in new business formation in America and a willingness to adopt more innovative technology. Vous êtes d'accord avec ça, Alexis? Moi, je pense que ça aurait été la révolution si ça avait été le cas ici en France ou en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, enfin en Europe. Yeah, and I'm not trying to say one is better than the other, but I think, and it's understandable why one would choose one rather than the other, but I suspect it has had some impact on innovation. Oui, absolument. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. On passe peut-être au deuxième point parce que c'est assez lié. Marc et Julien en ont parlé et Alain Wamser en a parlé tout à l'heure, pardon. C'est les méga tendances, les méga trends, comme on dit en français, mais c'est peut-être on mesure mieux ce que c'est, qui ont été observés depuis 1945. Vous en avez touché un mot tout à l'heure. La question, c'est pourquoi cette économie américaine, en fait, a réussi, vous y avez fait allusion, à faire émerger des leaders mondiaux sur les secteurs clés qu'on retrouve aujourd'hui. Alors on a parlé d'NVIDIA, mais évidemment, il n'y a pas qu'NVIDIA. Pourquoi ils arrivent à créer ces géants mondiaux qui sont sur les secteurs porteurs de long terme? Very good question. I'm going to guess, have you visited Silicon Valley? Yeah. So it's quite unique. There are all kinds of people, financiers, managers, lawyers, etc., looking for the next good idea. And there's intense optimism and intense willingness to take a chance on new ventures. So it's not so surprising that this keeps happening. Or did I misunderstand your question? No, it's right. Mais là, c'est votre réponse, elle ne porte que sur un des secteurs fondamentaux, la tech. Mais il y a d'autres secteurs où on voit bien que les États-Unis sont aussi excellents, que ce soit la santé, que ce soit tout ce qui concerne le green.
Il y a des secteurs où ils sont excellents et nous, on a du mal à créer des géants. Well, the health sector, of course, is very much tied up in technology. Oui. You will find in Silicon Valley a huge effort looking for applying technology to healthcare. But there's another sector of importance, and that has been energy. And that has been an important differentiator between America and Europe in general. There, of course, was a lot of opposition to fracking, but utilizing fracking has meant that the United States is now self-sufficient in energy and has much lower energy costs relative to Europe. And it looks like that will be maintained for some time to come. Alexis? Il y a effectivement le facteur de l'écosystème qui favorise l'innovation et la croissance, notamment le financement. On a tous en tête, notamment en France, ces créations d'entreprises qui se développent très vite et à un moment, pour accélérer le développement et lever des fonds, on traverse l'Atlantique parce que ce sont des marchés qui sont plus profonds, on va trouver plus d'épargne et plus de mobilisation de financement. Donc il y a effectivement le sujet de l'écosystème. Il y a la démographie, ça peut jouer sur certains secteurs. Nous sommes en Europe, sur un continent vieillissant, on le sait tous, les États-Unis continuent d'avoir une population qui augmente et ça joue sur notamment le marché du travail. On a aujourd'hui, le vieillissement il se traduit directement par un marché du travail qui se réduit en Europe, qui continue d'augmenter aux États-Unis, donc ça continue de jouer. Et puis c'est vrai, on parle beaucoup de la tech, mais il n'y a pas que la tech. Bah oui. Et donc, quand on regarde les grandes tendances, l'Europe a encore beaucoup de choses à dire. Alors c'est intéressant, le plus grand laboratoire pharmaceutique aujourd'hui au monde, en termes de valorisation, c'est un Danois, c'est Novo Nordisk, qui a en plus choisi la France pour faire son investissement de 2 milliards, voilà, à Chartres. Et en mettant en avant un certain nombre de facteurs qui rejoignent exactement les points qu'évoquaient tout à l'heure Julien et Marc, le dirigeant de Novo Nordisk, pourquoi investir 2 milliards à Chartres? D'abord parce qu'il y a une qualité de la filière pharma, donc il y a un écosystème pharma qui tourne bien. Deuxième élément, une énergie décarbonée, et ça devient un sujet majeur pour beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'entreprises qui recherchent de l'énergie décarbonée. La France a cet avantage, depuis que le nucléaire redevient un peu plus performant chez nous, eh bien, ça a été mis comme un élément absolument critique. Et puis, intéressant, le dernier élément qu'il a cité, on investit en pharma aussi chez vous, en France, parce que nous avons été accompagnés par les pouvoirs publics. Il ne parlait pas de subventions, il ne parlait pas d'aide, il parlait de facilité d'investissement. Alors, je sais bien que quand on dit ça, beaucoup de PME vont dire, nous, on ne voit jamais la facilité d'investissement en France, on a des problèmes avec l'administration, mais pour le compte, sur un investissement de cette taille-là, l'administration était présente, en tout cas, le politique a accompagné cela. Donc, un exemple, la pharma, je crois que c'était un secteur qui est, alors clairement dans le mégatrend, puisque si on parle de mégatrend, là, on en a une, le vieillissement de la population, en tout cas en Occident. Et donc, naturellement, ça crée des opportunités formidables en termes d'investissement, et par exemple dans la pharma et tout le système santé. Oui, mais comment explique-t-on, puisqu'on parlait des Nvidia tout à l'heure, qui est devenue donc la première capitalisation mondiale, comment vous expliquez que Nvidia, qui était rien il y a 10 ans, aujourd'hui soit ce géant? Nous, on a ST Microelectronics, on a, comment ça s'appelle, je dis toujours mal, pas ADSL, mais vous savez, le groupe hollandais. ASML. ASML, oui, à chaque fois je dis dans le mauvais sens, excusez-moi. Donc, pourquoi ces groupes-là ne sont pas devenus des Nvidia européens? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il y a un trou dans la raquette? Bon, d'abord ASML, vous avez pris un exemple qui est plutôt intéressant parce que ça fait partie justement des 20 premières entreprises en termes de capitalisation boursière tech dans le monde, parce qu'ils bénéficient. Alors, mais ça n'est pas Nvidia. Voilà. Bon, John l'a évoqué. On a un écosystème qui favorise et qui se nourrit. Quand vous avez toutes les recherches en matière d'intelligence artificielle qui sont faites aujourd'hui, alors aux États-Unis en particulier, pas toutes, mais quand même très largement, qu'est-ce qu'on trouve dans la Silicon Valley et sur toute la côte ouest? On va trouver aussi ceux qui fabriquent les composants, qui conçoivent les composants, qui permettent justement à l'intelligence artificielle de fonctionner. Donc c'est bien cet écosystème et ces interrelations entre les différentes composantes de la tech, au-delà du phénomène de financement, au-delà de cette intensité d'ingénieurs qu'on trouve aussi dans un même lieu, c'est unité de lieu, unité de temps et unité d'acte, eh bien,
tout se nourrit. Et donc, pourquoi Nvidia ? Nvidia, parce que les gens d'Nvidia étaient en interaction avec tout l'écosystème de la tech depuis des années et des années. Et quand l'intelligence artificielle explose et accélère, eh bien, les premiers qui sont servis, ce sont justement les boîtes de technologie qui sont au coin de la rue. Alors, Wamser, vous voulez dire quelque chose ? Juste sur ce point, Nvidia, c'est un exemple, à mon avis, anti-durable. Parce que, un exemple anti-durable ? Oui, c'est un exemple anti-durable. Parce que Nvidia s'est développé non pas sur l'intelligence artificielle comme on le pense, mais s'est développé sur les processeurs parallèles. Et les processeurs parallèles, ce sont ceux qui ont été utilisés pour faire du minage. Et donc Nvidia, en fait, a vu sa croissance et son développement à la fois en recherche et en vente par ces processeurs qui servaient finalement à adresser des diodes sur les écrans, mais qui ont été utilisés pour faire du minage sur les crypto-monnaies. Or, les crypto-monnaies, beaucoup de gens pensaient que c'était quelque chose dans lequel il ne fallait pas aller. Et je dois dire, j'avoue, nous aussi. Nous aussi. Et donc, après ça, quand l'intelligence artificielle est arrivée, l'intelligence artificielle fonctionne justement comme ces calculateurs en parallèle, parce qu'on a besoin d'énormément de choses, et c'est là le secret d'NVIDIA. Merci de cette précision. John, vous vouliez dire... Yes, I was in a meeting with Jensen Huang, the CEO of NVIDIA, who explained, for many years, their principal business was chips for video games, but he always had thought that that artificial intelligence, that's where he wanted to go. So he had this vision, and for many years, even though they didn't have any sales in that direction. So it was an ability to finance large-scale innovation over a long period of time. Ouais. C'est une vision, une volonté. Yes, but for sure there are other people who had the vision and it was wrong and they lost money. Ouais. But in Silicon Valley or in places like that, that's not a disaster. It's understood that not every idea will work, and when one's not working, you stop and go on to the next. On parle beaucoup d'NVIDIA, on va prendre deux autres exemples. Justement, c'est ce que je voulais avancer, oui. Alors, si je peux encore rester dans la tech pour prendre deux autres exemples, je trouve que parfois il est encore plus impressionnant de voir des entreprises comme par exemple Microsoft, qui à un moment avait connu, alors non pas des difficultés, mais qui était plutôt en perte de vitesse, qui a un niveau de capitalisation boursière qui est équivalente à celle de NVIDIA, d'ailleurs maintenant à nouveau au-dessus puisque c'est NVIDIA qui a baissé, et qui a su se réinventer en allant sur un certain nombre de développements au-delà des logiciels qu'on connaissait tous et qu'on avait sur nos ordinateurs, être capable aussi d'ailleurs de s'arrêter, on arrête le téléphone portable parce que ça ne marchait pas, mais à l'inverse d'aller en particulier sur le cloud, comprenant la quantité de data qu'on allait devoir stocker et donc investissant beaucoup, d'ailleurs même succès pour Amazon. Amazon, ce n'était pas les quelques petits pourcentages de marge qu'ils réalisaient sur la vente de bouquins en ligne qu'ils auraient pu performer et aussi atteindre une capitalisation boursière qui dépasse les 2000 milliards de dollars. C'est encore une fois le cloud, c'est un phénomène bien connu maintenant, ça fait 10 ans qu'on en parle. On a des entreprises qui sont pas seulement capables à un moment de profiter d'un développement, mais qui sont même aussi capables de se réinventer. Et ça, on parle que de la tech là, et encore une fois, on parlera d'autres mégatrends et d'entreprises européennes. Allons-y, justement, allons-y. La pharma, on l'a dit. Dans les mégatrends, on va citer, pour moi, il y a 5 mégatrends. Le top 5. Le top 5, les innovations technologiques, on en a parlé, on avance. Bon. La croissance démographique, c'est un vrai sujet. Donc ça conduit à quoi, si on traduit en termes de business? L'agriculture, la nutrition, la santé, le vieillissement des populations. Hein. Un facteur qui est lié à une autre mégatrend qui va continuer et qui est majeur. L'urbanisation. Il y a 10 ans, nous avons passé en population les 50% des habitants de la Terre qui habitent en ville. Et on continue chaque année. L'urbanisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'infrastructure, ça veut dire des villes intelligentes, ça veut dire de la mobilité, ça veut dire de la sécurité, ça veut dire du commerce, etc. etc. Encore une mégatrend. Oui. Encore un autre mégatrend, j'en ai 5, donc ça, rassurez-vous, Edwige. Changement climatique, on va en parler tout à l'heure sur la durabilité parce que c'est un thème à part entière. Et puis un dernier qui est l'évolution géopolitique. On redécouvre depuis quelques années l'importance du facteur géopolitique et ce que ça a comme conséquence
sur l'économie avec des conséquences en chaîne. On l'a vu, vous avez évoqué tout à l'heure l'Ukraine, enfin la guerre en Ukraine indirectement. On a vu toutes les conséquences que ça avait sur le prix de l'énergie et aussi sur les céréales. Donc, les entreprises aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, recomposent leur exposition géographique en fonction de risques géopolitiques perçus. Vous savez, on parle beaucoup de nearshoring, c'est-à-dire je rapproche ma production, ou de friendshoring, je ramène ma production, mais plutôt chez des amis, des pays amis. Typiquement Apple, j'arrête de produire uniquement en Chine mes iPhones. Je vais en mettre au Vietnam et je vais en mettre en Inde. Et 25% de la production d'iPhone pourrait être en Inde dans les prochaines années. On diversifie les zones de production. Voilà un autre facteur. Votre top 5 des mégatrends, John, if you have it, si vous l'avez. Oui, c'est bon. Ah non, mais... Yes, we're very good. But I think what are going to be critical? Continued adaptation or development and adaptation, implementation of new technologies. And basically, we remain in an information age. And so the processing of information is going to be critical. I come back to my Jensen Huang, who says, in 10 years, the cost of additional computing, the cost of computing will be zero. And that it will be not the cost of computers, but the use of computers, they will be so much more powerful than today that will essentially be free. And so being able to use that information processing effectively is going to be absolutely critical. It seems to me that also energy and controlling the cost of energy is going to be another critical issue. And then finally, I think water is going to be another critical element. Marc Julien, oui. Oui, merci, parce que je crois qu'on a à peu près le même top 5. Bon. Donc c'est qu'on ne s'est pas trop trompé dans nos choix. J'en rajouterai un volontiers, qui est un peu lié à ce que tu disais, mais qui concerne le vieillissement de la population et aussi son enrichissement, qui est le bien-être. Et donc je sais que quand on parle de secteur d'activité, la consommation fait peur, mais nous on pense qu'il y a des segments qui sont particulièrement intéressants, notamment quand on regarde le luxe et la cosmétique. Alors Marc, vu que tout le monde est d'accord, j'aimerais bien essayer d'être un peu contrariant. On a beaucoup parlé une des premières méga-tendances qui est le vieillissement de la population. On a parlé beaucoup d'indicateurs aux États-Unis qui étaient largement au-dessus de l'Europe, le PIB par habitant, la productivité et plein d'autres. Mais aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la durée de vie moyenne aux États-Unis est en train de baisser. La durée de vie moyenne aux États-Unis est largement en dessous de la plupart des pays européens. Quel impact vous voyez sur ce changement de méga-tendance ? Je crois que ça... John, Alexis, oui. Ouais, je crois que c'est créateur de grandes opportunités pour les entreprises européennes parce que c'est lié à deux facteurs. Alors la pharmacie, le pharmaceutique, on en a parlé, mais la nutrition. La nutrition est évidemment, et l'alimentation en général, est un secteur qui doit profiter de cette évolution démographique, qui explique déjà pourquoi dans des pays comme l'Espagne, qui a aujourd'hui l'espérance de vie la plus longue, alors le soleil ça joue beaucoup mais ça ne suffit pas, pourquoi l'Italie aussi, une espérance de vie, au-delà du vieillissement de la population, il y a une espérance de vie qui est supérieure, en France également, la qualité de vie est en partie liée à la nutrition, donc les entreprises européennes qui ont plutôt un savoir-faire dans une alimentation de qualité montrent qu'il y a de belles opportunités. Aux États-Unis aussi, le succès d'une chaîne comme Whole Foods, il est en partie lié à un désir d'une partie des Américains de mieux se nourrir. Et donc là encore, opportunité d'investissement dans ce que tu décris, Marc. Troisième partie, parce qu'il ne reste plus que 5 minutes, et puis peut-être que vous aurez des questions. Sur la question de l'économie durable, on a vu que c'était important, et notamment vous verrez ça d'ici quelques instants, la durabilité, c'est vraiment au cœur de votre stratégie et de votre nouveau fonds. Est-ce qu'il y a une approche différente entre l'approche américaine et l'approche européenne pour vous?
durability. Sustainability. Oui. You mean sustainability? Oui, yeah. I think there is not so much difference in the following way. As an economist, I always thought that if you're serious about climate change and mitigation, that meant you had to have a carbon price that was meaningful. And it always seemed to me that if you weren't willing to impose a carbon tax, the rest was just talk. But there is no political support for a real carbon tax, either in Europe or in the United States. And so we have Europe, the superpower of regulation, and applying all kinds of regulations to sustainability. And America is trying to follow Europe and to see if we can put as many regulations without solving the problem. But it strikes me that there is a big problem that we haven't really addressed, that we know that climate change is a global issue. We know that the largest emitter of greenhouse gases today is China, and in general, the emerging market and developing countries aren't actually terribly interested in imposing costs on their own economies to make changes in the interest of supporting climate change. And therefore, at this point, I'm still quite skeptical that we're going to be successful until such time as it is really understood as a global problem and can be addressed in a way that is likely to be global and effective. Est-ce que vous partagez ce pessimisme de John, Alexis? En partie, mais pas complètement. En partie, si on se met au niveau politique. Ouais. Parce que, effectivement, si on regarde juste le niveau politique, et il y a une forme de proximité, même si l'Europe est, entre guillemets, en avance, quand je dis entre guillemets, parce qu'on parle de normes, et je pense en particulier à la CSRD, qui fait hurler beaucoup d'entreprises. Vous savez, cette réglementation européenne qui va conduire les entreprises européennes, et on va descendre à des niveaux de taille très 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 bas, toutes les entreprises cotées, mais même des entreprises non cotées de très petite taille, 250 personnes, vont devoir produire, d'ici 2026, vous verrez que ça va être reporté, on doit probablement décaler, devoir produire des rapports très très détaillés, 1200, on parle de 1200 informations en lien avec ESG, donc tu l'as dit tout à l'heure, environnement, social et gouvernance. Ça, c'est le niveau politique. Et probablement que là, oui, on peut être pessimiste. Mais je vais quand même essayer, et ça conduit là encore à faire le lien avec les investissements que vous faites et l'orientation que vous leur donnez. Au niveau des entreprises, en revanche, on voit des évolutions de plus en plus rapides et de plus en plus intéressantes. J'ai essayé, comme beaucoup d'autres, de démontrer depuis les 5 dernières années qu'il y avait un lien entre les entreprises mieux disantes en matière de ESG et leurs valeurs. Alors je vous le dis tout de suite, jusqu'à présent, c'était très difficile de démontrer qu'il y a une corrélation. En revanche, si on se projette à 5 à 10 ans, je pense qu'on peut être relativement optimiste sur le lien entre la performance en termes de valeur et l'investissement ESG. Pourquoi ? Parce que ce sont des vrais modèles économiques en réalité aujourd'hui. Les entreprises qui avancent, qu'est-ce qu'elles font ? Quand elles investissent dans l'environnement en particulier, quand elles transforment leur modèle pour émettre moins de carbone ou de CO2, quand elles évoluent sur la recyclabilité, sur la location, etc., ça a des avantages. Ça fait plus de chiffre d'affaires, ou en tout cas ça permet de faire du chiffre d'affaires avec des clients plus fidèles. Ça permet aux équipes d'être plus engagées, et on le voit bien avec la nouvelle génération qui est très sensible à ces sujets. Ça permet donc d'améliorer la productivité. Tiens donc, on en parlait tout à l'heure. Et donc, il y a des effets positifs sur la création de valeur financière. Et ça, on va le voir dans les prochaines années. À partir du moment où on aura le déclic, et j'en terminerai là, on aura le déclic, on aura la démonstration qu'il est pertinent financièrement d'investir dans le ESG au niveau des entreprises, eh bien vous verrez qu'on va voir les investissements se multiplier et une transformation des deux côtés de l'Atlantique s'accélérer. Une accélération. John, one word. Oui. A few more words, but not many. Not okay. many.
the Bretton Woods Committee, of which I'm vice chairman, has recently issued a report on this subject, that the approach to effective climate change action, co-chaired by Axel Weber, former president of the Bundesbank, and Joaquin Levy, former CFO of the World Bank and former finance minister of Brazil, to say there are clear reasons why the current system isn't producing the right results for both the private sector and for the public sector. There is, for both, a problem of governance, there is a problem of information, and there's a problem of accountability. In other words, there are clear structural reasons why there hasn't been more progress, there are ways to address each of these three gaps, both for the public sector and private sector. And the question is really, will there be political will, not just in the US, not just in Europe, but worldwide, to actually address these issues in a meaningful way. Et pourtant, c'est nécessaire, c'est même vital pour nous. Est-ce qu'il y a quelques questions, une ou deux questions? Voilà, si on peut donner à madame un micro. Si vous pouvez. Déjà, merci d'avoir organisé ce débat, c'est super intéressant. John, I have a question for you. So you were talking juste vous présenter, pardon. Carole Vaudable. Voilà, merci. Voilà. You were talking about productivity, investment in R&D. These are symptoms of the divide. If there is a desire to bridge the divide between the US and Europe, and I don't know if there is from Europe, what is the root cause of all these symptoms? Is it like the mindset that is dramatically different between the US and Europe? So, est-ce que c'est une question d'opinion? Question for you. But Alexis may have some ideas as well. What is the root cause? One, you may find this one somewhat odd. The creation of land-grant universities in the United States dates back to the middle of the 19th century, and the creation of what have become very large state universities that were very oriented toward practical ends and have helped to produce both an attitude toward technological innovation that produced an acceleration in productivity growth that began in America originally back in the 1860s and 70s. And this mindset of education, of higher education, oriented toward practical ends and incorporated in practical applications is something that I think sets the American system apart and is still part of the differences in that so many of the leading universities of that kind are still in America and attract the best and the brightest from all over the world, many who stay. That's not the only reason, but it's also the creation of a national system, a national economy with a national finance system that helps to create scale that encourages these results. Alexis. La différence de mentalité, de toute évidence, est un des facteurs principaux, et pour le qualifier, c'est même la vitesse d'acceptation d'innovation technologique. C'est ce rapport à l'innovation qui a été démontré par beaucoup de sociologues en particulier, qui est très différent des deux côtés de l'Atlantique, avec une forme de défiance, alors il ne faut pas non plus tomber dans le cliché, mais une forme de plus grande de méfiance par rapport à des innovations dans quasiment tous les pays européens. Grande différence avec la mentalité américaine où on a tendance à s'enflammer beaucoup plus rapidement, parfois à déchanter, mais c'est pas grave, on passera ensuite à autre chose, avec le même enthousiasme.
Et vous le voyez aussi par exemple dans les entreprises, dans les cultures d'entreprise, où il est très facile dans une entreprise américaine de passer justement d'une entreprise à l'autre et de la trouver toujours aussi formidable et de dire toujours autant de bien. Alors qu'en Europe, on peut y rester 20 ans mais la critiquer beaucoup. Voilà, ça c'est le rapport à la mentalité. Il y a un deuxième facteur qui joue évidemment, qui est la proximité. On parlait tout à l'heure des facteurs de productivité et on a notamment évoqué 2 éléments forts, l'investissement en tech et puis la recherche et le développement. Et là, on revient toujours à cette idée que lorsqu'on est au sein d'un écosystème qui est productif de nouvelles technologies, productif de recherche, productif de développement, eh bien, les entreprises américaines sont naturellement beaucoup plus entourées d'écosystèmes favorables que nous le sommes en Europe, ce qui ne veut pas dire que nous sommes des nuls, mais c'est plus éparse, c'est moins concentré. Il y a bien sûr quelques secteurs, les entreprises, on n'a pas parlé de l'automobile, c'est pas une méga trend, mais n'empêche que les automobiles européennes sont plutôt en général de meilleure qualité que les automobiles américaines, donc c'est pas vrai à chaque fois. John, vous voulez absolument rajouter, mais un mot parce qu'on est déjà un peu en retard. Last word. Ouais, last word. No, it's not going to be the last words, I'm sure. I hope I am not interpreted as saying everything in America is wonderful and everything in Europe is behind the times. That's not the case. But in the area of productivity, there has been a difference. It has been a sustained difference, and it produces the effect that the level of per capita consumption in the euro area is 60% of that in America. It has had long-term impacts. As I say, it's not that one side's good, one side's bad, but there's an area of productivity that needs attention. Merci, ça valait le coup. Une autre question? Est-ce qu'il y en a? Ou sinon, ça sera autour d'un verre. Ah, une question. Bonsoir, Jean-Jacques Legendre. J'avais une question en effet, parce que moi j'aurais pas mis de point d'interrogation d'ailleurs, je pense, dans le titre. Je pense que c'est évident, d'ailleurs ça a été rappelé je crois par le président Macron juste avant les élections européennes, avec moult détails, et puis il a trouvé tout un tas de nouvelles idées qu'il n'avait pas encore eu le temps ou l'idée de mettre en place, mais bref. Donc le décrochage pour moi il est clair. Est-ce qu'en revanche dans les raisons qui peuvent expliquer ce décrochage, John ou Alexis ne voient pas éventuellement un problème d'organisation au niveau de l'Union européenne? Alors là, vous répondez en 10 secondes. Oui, je l'ai évoqué. Oui, bien évidemment. Je l'ai évoqué, oui. Autant de 27 pays dans l'Union européenne, autant de marchés avec des spécificités. L'Union européenne n'est pas une réalité en termes aujourd'hui dans beaucoup de secteurs en termes de marché unifié. Yes. Oh, yes. I wouldn't be so bold as to say that I have better ideas to organize Europe, except for sure there needs to be a completion of banking union. Ouais. There needs to be the construction of capital markets union. Yeah. It seems to me that there are areas in which there has been broad consensus for many years among the, I will call them technicians, Ouais. that the politicians haven't been willing to adopt. What is concerning, of course, right now is the trend seems towards increased nationalism, not towards increased cooperation. Right. And that's true in America too, and worries me a lot, because we created, in the wake of World War II, a multilateral, open, non-discriminatory, treaty-based, rules-based system that has produced the best economic performance in the history of the world. And we seem to be all based and interested in seeing if we can make that system not work as well by saying, I'm going to try to do what's best for me. And lo and behold, it turns out that's not usually the way for things to be the best. Je vous invite à lire, d'ailleurs, dans le sens de ce que dit John, le rapport de Enrico Letta qui a été publié en avril, qui s'appelle Much More Than a Market, et qui est exactement dans le sens de ce qu'on vient d'évoquer, et la même chose avec Mario Draghi, qui lui aussi vient de publier et continue de défendre l'idée qu'il y a besoin d'une union, une vraie union en banque, dans les télécoms, dans un certain nombre de secteurs, pour arriver à une taille critique et être en compétition avec la Chine ou les États-Unis. Excellent rapport, en effet, mais comme vient de le dire John, on est dans une période, on est plutôt dans le nationalisme plutôt que dans la... Oui, madame.
que dans le fédéralisme, enfin quel que soit le modèle qu'on ne souhaite pas pour l'Union européenne. Hein. C'est un peu toute la difficulté. Merci beaucoup. Il faut malheureusement qu'on arrête cette table ronde, mais je sais qu'après, vous pourrez tous discuter et que là, il y aura autour d'un verre, ça sera peut-être plus facile. Merci John. Merci à vous. Merci Alexis. Julien et Marc, je crois que vous restez ici. De toute manière, on est chez vous, ou quasiment. L'essentiel, le but de cette réunion, c'était l'anniversaire de ce fonds qui fête ses 45 ans. Dans ce contexte, il y a eu un audit très important qui a été fait. Quelles sont ses perspectives? Qu'est-ce qu'il apporte? Et puis après, la cerise sur le gâteau, la création de ce nouveau fonds. Donc j'invite Lionel Daguzan à nous rejoindre sur scène. Je suis arrivé à la banque, moi, il y a une dizaine d'années, après un parcours d'analyste financier et après avoir été responsable de la gestion des mandats et des fonds d'Indosuez. Dès 2014, j'ai pu rejoindre Marcel Wormser, à la fois grand-père de Julien et de Marc et surtout garant de la philosophie d'investissement, maison. Avec lui, j'ai pu travailler sur la formalisation de ce processus d'investissement pendant une dizaine d'années et surtout le mettre en œuvre dans notre gestion. Nous sommes maintenant une équipe d'une dizaine de personnes pour travailler sur ce processus d'investissement et gérons 400 millions d'euros d'actifs. Alors je vais revenir sur cet audit qui a été donné à PwC. L'objectif était bien évidemment de conforter nos investisseurs, à la fois présents et futurs, sur le caractère tout à fait pérenne de cette méthodologie d'investissement. La performance de ce fonds, on l'a dit, elle est extrêmement bonne. Et surtout, ce qui nous a été intéressé, et ce qui intéresse, je crois, nos investisseurs, c'est le fait qu'elle soit construite en fait, de façon extrêmement régulière dans le temps. Alors, pour mener cet audit, nous avons eu deux objectifs principaux. Le premier, justement, c'était s'assurer que dans le temps, cette méthodologie avait été pérenne, qu'elle avait été maintenue tout au long en fait, de ces 45 années, et cela, quels que soient les mouvements qu'avait pu connaître l'économie et les marchés en fait, actions, qui évidemment ont connu beaucoup de turbulences sur ces 45 ans. Le second objectif, évidemment essentiel en matière d'investissement, c'est tout simplement de mesurer la performance. Alors la performance de ce fonds est de le comparer bien évidemment à la performance des marchés. Alors c'est assez simple puisqu'on sait que c'est un fonds action international. Son indice de référence, il se trouve que c'est les MSCI World et ça tombe bien puisque en effet c'est l'indice le plus évident pour suivre en fait l'évolution des marchés actions internationales. Alors on a fait le choix de travailler avec un cabinet indépendant. On a choisi PwC. Ils ont travaillé longuement sur l'ensemble des archives qu'on a pu donner, 45 ans de documentation, et notamment 45 ans donc, de rapport CAC depuis 1979, donc du fonds WF Valeurs Internationales. Avec PwC, nous avons fait le choix de retraiter certaines données, notamment les frais, pour la simple et bonne raison, c'est que ces frais étaient trop variables sur 45 ans et qu'il était intéressant d'avoir une performance brute et surtout une performance comparable. Alors, je vais me permettre de revenir encore quelques secondes sur cette méthodologie d'investissement, mais je crois que vous êtes maintenant extrêmement familier, grâce à la présentation qu'en avait fait Julien, mais aussi grâce à cette table ronde qui met en avant des choses qui, pour nous, en fait, sont importantes. C'est qu'en premier lieu, notre objectif, notre méthodologie, c'est d'identifier justement ces méga-tendances. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour nous, c'est le moyen de sélectionner les secteurs qui, justement, vont être les plus résilients sur le long terme et profiter en fait d'une croissance longue, durable. En second lieu, le point essentiel pour nous, c'est également en fait de sélectionner en direct des entreprises, un nombre d'entreprises plutôt limité, des entreprises internationales et en particulier des entreprises américaines. Pourquoi limité ? Parce qu'il faut savoir affirmer en fait sa conviction. Et donc ça a du sens en fait qu'il n'y ait pas trop d'entreprises de sélectionner. Et enfin, l'objectif est également en fait de pouvoir faire de façon tout à fait sérieuse une analyse fondamentale de ces sociétés
afin d'en comprendre les ressorts à la fois en fait de la croissance, mais également les ressorts de cette rentabilité. Puisque c'est bien la croissance et la rentabilité de ces entreprises qui, bien évidemment, fera la performance de notre fonds et qui fera cette performance pérenne et que l'on souhaite bien évidemment, comme toujours, la plus régulière possible. Alors revenons cette fois maintenant à notre étude de PwC. Voilà, merci. Alors vous n'allez pas être du tout surpris, puisque l'étude de PwC sur ces 45 ans d'analyse nous amène à démontrer que sur ces 45 années, 2 secteurs qui sont tout à fait essentiels dans notre philosophie en fait, d'investissement sont les plus représentés, représentent plus de 50% de la performance du fonds sur toute cette période, c'est la technologie et la santé. Sachez que la technologie et la santé représentent encore aujourd'hui plus de 50% de nos investissements dans WF Valeurs Internationales. Là encore, d'après ce qu'on a entendu tout à l'heure, il n'y a absolument aucune surprise. Alors cette technologie, bien évidemment, je ne vais pas presque reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est porté bien évidemment par l'innovation, par des tendances qui se sont faites progressivement au fil du temps. On peut en citer un certain nombre. Le développement de l'informatique personnelle, on a parlé d'essor de l'Internet, du mobile, on en a parlé également, de la mobilité, de la digitalité en fait, de l'économie. La santé, de la même façon, et je suis très content parce que ça a été évoqué à la fois côté recherche, tout simplement, mais également en termes en fait, d'innovation technologique, puisque la santé, au-delà en fait, de suivre l'augmentation du vieillissement et le vieillissement de la population, c'est bien évidemment en fait, beaucoup de progrès. Et là encore, notre fonds a pu profiter de développements très importants en fait, dans des domaines thérapeutiques. On a cité Novo tout à l'heure sur la partie en fait, diabète. On aurait pu citer d'autres développements sur la partie cancer, d'autres développements sur la partie sida. Mais ce qu'il faut savoir encore aujourd'hui, cette notion en fait, d'investissement et d'innovation en fait, dans la technologie a beaucoup de sens, puisque ce qui est le plus représenté dans notre fonds en termes de santé, et cela depuis les années 80, c'est la partie MedTech. Donc c'est la partie innovante, c'est tout ce que l'on va avoir autour du diagnostic médical, par exemple. Enfin, on a parlé d'autres tendances. Julien a rappelé qu'on aimait quand même bien la consommation, c'est vrai. Il y a des thèmes qui sont toujours intéressants sur le long terme. On a parlé tout simplement en fait, d'augmentation du pouvoir d'achat, de croissance en fait, dans les pays émergents. Évidemment, le luxe, la cosmétique sont 2 secteurs que l'on retrouve beaucoup dans notre fonds, et ça de longue date. Et là, pour une fois, ce sont des acteurs français cocorico. Alors, on a parlé également, et c'est très intéressant, d'autres secteurs. On n'a quand même pas que de la technologie, pas que de la santé. On a également des services ou des industries qui, justement, ont suivi en fait, des tendances qui sont bien évidemment très très fortes, que l'on a joué également, qui sont l'urbanisation, l'efficience énergétique, la gestion des ressources, l'automatisation. Chose très intéressante, ce n'est pas un sujet de 2024. Hein, on trouve en fait des thèmes qui sont joués en fait dans ce fonds WF International dès 1980 sur ces thèmes. Alors, enfin, c'est un audit et il était important pour nous de reparler en fait des caractéristiques fondamentales de ce fonds. Voilà, ce fonds est bien un fonds action. C'est un fonds action extrêmement investi en action, c'est son objectif. Sur 45 ans, en moyenne, il a été investi à hauteur de 98%. Un autre point essentiel, c'est justement, est-ce qu'on a bien joué en fait ces tendances? Est-ce qu'on a bien joué ces tendances et cette croissance qui est plus américaine du fait de l'innovation? Oui, de façon extrêmement claire. Sur 45 ans, la moyenne, c'est 56% de sociétés internationales. C'est même 40% de sociétés américaines. Enfin, on parle en fait de conviction, de la nécessité tout de même de limiter le nombre de titres en portefeuille. C'est bien une gestion en fait de conviction avec en moyenne une trentaine de titres simplement en portefeuille. Dans notre logique d'investissement, on essaie de ne pas dépasser les 50 titres, comme on l'a mis ici. On n'a jamais touché les 50 titres. Alors, on a parlé de caractéristiques.
bien évidemment, il faut savoir juger la qualité d'un fonds aussi par sa performance. Chose absolument essentielle, c'est que ici, et PwC a eu l'obligation, je dirais même, de le présenter, c'est une performance qui est à la fois supérieure au marché, tant en termes de risque que de performance. Alors on l'exprime comment? Ici, WF Valeurs Internationale a une performance de 10% de performance annualisée sur 44 ans, donc depuis 1979. C'est une performance qui s'inscrit par rapport au marché de façon assez satisfaisante, puisque ça représente en fait une surperformance annuelle quasiment de 0,5%. Autre point qui est assez intéressant, c'est que sur 44 périodes, 44 années étudiées, le fonds a surperformé cet indice, le MSCI World, 37 fois, soit 84% d'années où il y a eu une surperformance en fait de ce fonds par rapport à l'indice. Enfin, c'est une chose de savoir surperformer un indice et d'avoir une performance en absolu qui est plus qu'honorable, plus qu'intéressante. On parle de 10% de performance annualisée. Mais évidemment, il faut toujours la mettre en rapport à un degré de risque. Alors ici, on va parler de volatilité. Ça ne va pas parler forcément à tout le monde. C'est quand même une expression en fait du risque de marché. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur 30 ans, ce fonds a une volatilité inférieure à celle du MSCI World. De façon significative ou pas, de façon non négligeable, 0,4% de moins pour une volatilité moyenne qui est autour de 15% pour ce fonds. Ce qui est encore de plus important, c'est que ce fonds a démontré en fait sa capacité à passer les chocs un tout petit peu plus en douceur. On regarde en fait sur cette période de 30 ans la volatilité maximum à la fois du fonds et à la fois des marchés. Ce fonds a une volatilité maximum sur ces 30 ans de 25%. Et c'est à mettre en comparaison à 34% pour le MSCI World. On voit ici en fait une différence qui est plus que notable. Voilà, j'en ai fini sur les présentations ou en tous les cas les grandes lignes de cette étude en fait de PwC. Juste pour vous dire qu'en effet on est relativement fiers en fait de cette performance qui s'est montrée en fait régulière dans le temps. Je pense que cette étude nous permet aussi de valider la méthodologie d'investissement qui a été choisi il y a 45 ans pour ce fonds, ce qui est quelque chose en fait de non négligeable. Et ça nous renforce dans l'idée, certainement, notre capacité de créer maintenant un nouveau fonds et de travailler à la fois toujours sur les actions internationales, parce que vous avez compris que nos créneaux, ça reste en fait les grandes tendances, ça reste aussi quand même un peu les États-Unis, et on va parler maintenant de durabilité, puisque ce sera un fonds qui sera axé en fait sur le durable. Ce nouveau fonds, c'est WF Valeurs Internationales Durables, dont Marc va nous parler. Merci Lionel. J'avoue que cette étude prouve quand même la stabilité de la méthodologie, ce qui est quelque chose d'extrêmement important, et aussi prouve la qualité des performances dans le temps. Donc, comme ça a été annoncé, fort de cette expérience et fort aussi de nos convictions et de notre engagement sur la finance durable, on a décidé de lancer WF Valeurs Internationales Durables, donc qui est le petit frère de WF Valeurs Internationales. C'est ici une expression concrète du passage d'entreprise à mission. Le but, c'est d'aller plus loin. Comme je l'ai évoqué avant la table ronde, on a mis en place des critères ESG pour la sélection de l'ensemble des actions, et c'est fait dans WF Valeurs Internationales, mais pour tous les clients qui souhaitent aller plus loin, donc au-delà de l'ESG, le but, c'est d'avoir pour chacune des classes d'actifs une opportunité d'investissement ou même de crédit qui soit durable ou à impact. Donc c'est ce qu'on a fait sur WF Valeurs Internationales Durable, qui aura la même philosophie d'investissement basée avec une même recherche de performance absolue dans le temps. C'est extrêmement important pour nous d'allier performance et durabilité. On a sélectionné des méga-tendances qui vont être plus adaptées à l'aspect durable. Donc les 3 grandes méga-tendances dans lesquelles ce fonds va être investi sont la santé et le bien-être, l'innovation et l'environnement. Ce qui est important de noter, c'est que la totalité des entreprises qui seront présentes dans ce fonds
apportent une solution par leur activité aux grands défis environnementaux ou sociaux auxquels on fait face. Et donc on est vraiment ravis de pouvoir vous annoncer ça ce soir. Merci beaucoup Marc. Beaucoup d'annonces ce soir, d'engagement, de lancement d'anniversaire, qui vont nous obliger dans le temps. Alors ça tombe plutôt bien parce qu'on avait l'intention d'être là encore quelques années, voire quelques générations, on verra pour la suite. Voilà, donc l'heure est venue des remerciements. Merci beaucoup à nos invités. Je sais que c'était pas simple. John, thank you very much for coming such a long way. Edwige, je crois que l'agenda en ce moment est assez chargé, donc bravo d'avoir libéré du temps. Alexis qui a dû s'absenter parce qu'il était dans le conseil d'administration de son cabinet Advisory, dont Marc et moi on est très proches puisqu'on y a fait nos classes. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Béatrice, voilà, qui est là-bas, je ne sais pas si tu organiseras les 90 ans, donc je préfère te féliciter déjà les 45. Voilà, et peut-être pour terminer, puisqu'on a parlé beaucoup de durabilité sans jeu de mots, je vous propose d'aller prendre un verre.